Aujourd'hui, il fait super chaud, c'est encore un rush maximal. Faut courir, courir, courir et j'arrive pas à être dans les temps. On va faire une vidéo comme je suis, en vrac. Et même si je veux parler en vrac, ça veut pas dire que ça n'a pas tout à fait de sens ni de ligne. En fait, ces derniers temps m'amènent à avoir vraiment quelque chose de l'ordre d'une réflexion sur le groupe. Sur le groupe, sur ce que c'est bosser ensemble, sur ce que c'est faire communauté. Je vais un peu expliquer ça, mais je suis en train de bosser sur la correspondance de Renan, on va la montrer vite fait. Hop, ça c'est les volumes 2 et 3 de la correspondance générale. Et j'arrive tout juste du vide-grenier, donc là je suis en train de finir le 2, ça se voit, tac. Ça veut dire que j'ai déjà relu le 1, j'ai déjà lu tout ça, je le relis, parce que je le lis avec un nouvel œil. Je viens de trouver le numéro de la mort du petit journal de la mort de Renan. Pas de la mort du petit journal, ni du petit cheval dans le mauvais temps. Et on est en plein dedans, j'avoue, ça c'est la Chine qui fait plaisir. Et c'était absolument inattendu pour aujourd'hui. Bon, il n'est pas en état parfait. Mais il est là, Ernest, à la fin de sa vie, alors que je le lis au début de la sienne. Ça déjà, c'est super intéressant parce que le Renan de la... En fait, le Renan qu'on connaît, c'est le Renan connu, c'est-à-dire le Renan de la fin de la vie, le Renan de vie de Jésus, le Renan académicien. Là c'est vraiment du costume d'académicien, hein, avec les broderies et tout. Je sais pas où il est son costume à lui. Des choses comme ça, assez... Ouais, j'ai envie de dire même un peu tristoun. Là, moi, je m'intéresse en ce moment au jeune Renan, toujours dans mes optiques de saint-simonisme, de sciences, de socialisme. Enfin, c'est un peu tout ça que je cherche, concrètement pour un colloque, mais je vais pas parler du colloque ou quoi, mais en tout cas, c'est bon, c'est très bien qu'il y ait ce colloque, hein, ça, de toute évidence. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que je relis des textes, donc moi, voilà, avec cette idée de je vais rechercher de la science et de la politique, et évidemment, je retombe sur un Renan qui est isolé seul à Paris, sur un Renan qui ensuite se retrouve de temps en temps un mois en Bretagne, qui écrit à sa sœur qui est de plus en plus loin, qui pouvait de toute façon peu le voir quand elle était à Paris, tout le monde est très occupé. Tout le monde a envie de se voir, hein, c'est vraiment qu'ils sont très très occupés, et que c'est très dur. Et un Renan qui sort du séminaire avec toute cette espèce d'étrangeté, de mascarade de la recherche de vêtements laïques, hein, parce qu'il était évidemment en soutane au séminaire. Le séminaire, c'est l'école dans laquelle on apprend à devenir prêtre. Et il se retrouve comme ça, lâché dans la vie. Sa sœur est loin, son frère est loin, il ne peut pas tout dire à sa mère, et il lui faut en même temps se faire des relations. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'amitié, du lien, de ce qui fait famille, c'est une expression que j'aime énormément, je pense qu'on le sait déjà sur cette chaîne, et de ce qui fait le groupe, de ce qui fait la cohésion, qui me travaille quand même ces temps-ci, et qui m'amène à voir vraiment la même chose, ou des mécaniques en tout cas tout à fait semblables, et qui peuvent être très positives, et que je pense positives, et qu'il faut positiver et dynamiser. Je ne sais pas si on dynamise ni positif ni dynamique, mais enfin on a l'idée. C'est-à-dire de, finalement, on va reprendre Renan, le Renan de 1882 de Qu'est-ce qu'une nation ? Une nation, c'est une volonté de vivre ensemble, un passé commun, avec de l'oubli. Et l'oubli est bien plus important qu'on ne le croit, il est tout à fait contemporain de l'amnistie demandée par Hugo, hein, l'amnistie des communards, je crois qu'elle a été votée à ce moment-là, ça vérifié, et globalement un projet commun, une volonté de vivre ensemble. Tout ce qui est compliqué peut-être aujourd'hui, c'est ce ensemble. Et ce qui va faire en fait le groupe, Renan il se place à un niveau national, enfin pas nationaliste, mais quand même national. Il pense quand même que globalement les frontières disparaîtront à un moment, mais qu'on n'en est pas là, puisque de toute façon tout sera synthèse. Mais il écrit aussi dans l'optique de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, en proclamant une autodétermination des peuples qui ne l'amène pas du tout à aller au bout de ses idées, par exemple à être anticolonialiste. Ça c'est quelque chose qui n'est pas pensé chez Renan au nom d'une... alors ce n'est pas pensé, donc ce n'est pas pensé au nom de quoi que ce soit, puisque c'est un impensé, mais on l'explique, ou on peut l'expliquer par cette espèce d'idée que finalement tous les peuples suivraient un développement à peu près identique. Alors bon, il y en a quand même qui meurent, hein, faut pas rêver. Alors les peuples meurent en tant qu'idée, ça ne veut pas dire que les gens meurent chez Renan. Il y a vraiment une distinction à faire entre l'idée de nation, c'est un idéaliste complet, et d'autres... et les populations proprement dites. Mais déjà, en fait,
toute sa question, ça va être de désigner ce qui fait un groupe. Et lui, ça va être finalement une idée qui rassemble, une descendance, parfois chez Renan bien plus mythique que réel. On n'est pas sur de la génétique ou ce genre de choses. Les généalogies qui l'intéressent sont pas seulement intellectuelles, mais aussi religieuses. Et là, ça m'intéresse beaucoup de voir ce qu'il y a de rationnel et d'irrationnel dans la constitution d'un groupe, et d'absolument nécessaire en même temps, cette période de mois des fiertés et de journée de la Pride à Paris, pour samedi en tout cas, de réfléchir aux besoins qu'il y a d'être ensemble. Et en fait, ce qu'on a appris avec le féminisme matérialiste, entre autres, c'est que ce qui va constituer le groupe, c'est le fait d'être dominé de la même façon et de subir une oppression commune. Ce qui veut dire que déjà, il est difficile de faire groupe avec des gens qui vont eux aussi être victimes d'une oppression, mais pas forcément la même. Et que quand bien même les mécaniques sont les mêmes, ça ne veut pas dire qu'on le voit, ni qu'on ne profite pas d'une autre dynamique, ni qu'on n'est pas victime de deux dynamiques en même temps, voire d'une dynamique spécifique. C'est ce qu'explore par exemple l'afroféminisme en parlant de la misogynie noire. Les discriminations subies par exemple les femmes noires, ne sont pas juste les discriminations des femmes et des hommes noirs. Elles sont aussi spécifiques au fait d'être une femme noire. C'est-à-dire qu'en fait, les dominations se modalisent suivant les gens, vont s'aggraver, se nuancer. C'est pas forcément des questions d'intensité, mais il y a aussi des questions d'intensité. Mais les réalisations peuvent être très différentes. Et ça amène des choses qui sont très compliquées. Par exemple, quand on parle de sororité, j'avais parlé de rivalité dans une vidéo il y a quelques semaines, et la sororité, j'avais bien dit, elle est difficile à construire, par exemple en raison des oppressions réelles, des rivalités, de la misogynie intériorisée. Si on prend cet axe autour de ce qui constitue le groupe des femmes, voire la classe des femmes. Et finalement, peut-être qu'on peut aussi se rappeler la difficulté qu'il y a à se reconnaître comme victime d'une oppression, ou comme victime tout court. Et avec ce double drame que quand on est victime individuelle, c'est déjà dur, mais quand en plus le drame individuel est effacé au nom de la banalité de cette oppression, et donc ce moment où on se rend compte qu'on n'est qu'une statistique est aussi un moment difficile au niveau du narcissisme. Pourquoi c'est si difficile de se reconnaître comme victime, et donc de pouvoir partager ce sort avec d'autres, et donc de reconnaître? Il y a peut-être plusieurs choses comme ça qui sont à explorer. C'est marrant parce que c'est quand même des choses qui sont compliquées, mais qui sont quand même là chez Renan. Renan, il adore étudier les extatiques, les fous, les marginaux, les têtes brûlées. Enfin, voilà, j'y reviendrai peut-être. Ce qui va y avoir difficile, ça va être peut-être d'abord de reconnaître, quand on est victime, ça veut dire qu'on a, au moins temporairement, porté atteinte à notre humanité. Ce que parfois on appelle aussi notre dignité. Mais qui, in fine, est notre statut d'être humain. Et on voit bien qu'au niveau de l'humanité, certains sont plus égaux que d'autres. Très clairement. Et cela pour une raison très simple. Il est assez rare qu'il y ait des moments de pur sadisme. Mais, et donc ce sont des moments où finalement l'oppression, l'exploitation, voire le fait de faire du mal, serait un but en soi. Mais quand bien même dans ces cas-là, je ne parle pas du BDSM, là je parle de cas non consensuels. BDSM c'est compliqué, je vous renvoie aux écrits de Manon Garcia qui montrent en quoi justement le BDSM permet de montrer la non-contractualisation, et peut-être que c'est un problème du reste des relations, parce qu'en fait ça veut dire qu'il y a des pactes qui sont implicites, et qui ne sont pas forcément plus GG, comme on dit, plus sympa. Et donc voilà, il y a quelque chose. C'est très rare que quelqu'un vous fasse du mal pour le plaisir de faire du mal. Ce qui fait que on peut douter. Alors ça peut être le cas, et ça peut être pour. Alors le plus souvent c'est plus pour ramener à sa place quelqu'un, à la place assignée. Donc les places ne sont jamais naturelles, elles sont toujours sociales. Toi, en tant que bonne femme, machin, ferme ta gueule la bonne femme, par exemple. Retourne à ta cuisine, fais-moi un sandwich. C'est tellement drôle. Donc on peut avoir des choses de cet ordre-là, mais qui vont
finalement le plus souvent avoir une visée donc ouais, utilitaire, donc chacun à sa place pour maintenir l'exploitation, la subalternisation, pour un plaisir très personnel. En fait, par exemple au niveau du viol, il y a quelque chose qui est extrêmement difficile, c'est de se rendre compte que c'est pas forcément, moi je suis pas d'accord, c'est pas forcément un but de domination qu'il y a dans le viol. Il peut être là, mais il n'est pas forcément là. Ça peut être tout simplement qu'un type se branle dans quelqu'un d'autre et que la personne est juste, la personne est complètement réduite à une fonction utilitaire. Il n'y a même pas le plaisir d'humilier spécifiquement cette personne. Ce qui peut amener ce fameux malentendu de « oh bah je t'ai violé, je m'en suis pas rendu compte ». C'est-à-dire ce moment où finalement l'ego des uns prend tellement de place que les autres n'ont même plus de quoi avoir ne serait-ce que l'once d'une dignité. Bon, au niveau des groupes, ça se complique un peu, donc ça c'est pourquoi c'est difficile de dire qu'on est victime, de reconnaître ça. Christine Delphi notamment le dit dans Placé dominé, mais ce n'est pas la seule. C'est aussi des choses qu'on trouve chez Fanon qui est... où est-ce qu'il est ? Il est là. Dans Peau noire, masque blanc, je vais réussir à le dire dans l'ordre, j'espère. Avec toute cette approche finalement psychiatrique de la condition de colonisé et notamment du doute qu'il peut y avoir. Alors, la colonisation intérieure, donc la colonisation psychique, qui se rapproche de la misogynie intériorisée, et qui a amené des féministes à développer une idée de colonisation pour ce qui va être de l'ordre des femmes. Bon, en fait, c'est cette appropriation publique et privée des femmes dont il s'agit. Peut-être qu'on n'a pas besoin du mot de colonisation, qui est assez spécifique, mais en tout cas, les parallèles permettent aussi de comprendre et de penser. Ce qui fait que voilà, on va avoir du mal à se reconnaître comme victime, mais en plus on va très souvent épouser le point de vue de la personne, parce que quand vous n'avez pas de place pour penser, vous ne pensez pas, et vous pensez ce qu'on vous dit, c'est-à-dire votre propre inhumanité. Votre propre subalternisation fait d'être donc subalterne. C'est un mot qu'on trouve déjà chez les saint-simoniennes. Et ça, c'est quelque chose qui réduit évidemment l'horizon, les possibles, et qui met en rivalité, ça je l'avais dit en parlant féminisme matérialiste pour ce qui était de la rivalité, on sait qu'on est un exemplaire d'un type, d'une classe, d'une catégorie, et donc on est remplaçable, et donc la rivalité, elle vient du fait de ne pas vouloir être remplacé, parce qu'on a envie de vivre en fait, voire d'être choisi, etc., ce qui perpétue aussi cette domination, cette oppression. Donc on est sur des choses qui sont comme ça assez difficiles, qui sont évidemment pénibles et délicates, mais qui peuvent, comme cela, trouver malgré tout, des moyens de se dire. Et en fait, ce fait de faire groupe, il est important à énormément de niveaux pour accéder à des connaissances, d'abord à des connaissances qui vont faire du réseau, qui vont faire des réseaux d'entraide, de soutien, des réseaux amicaux, des réseaux professionnels. C'est pas grave de réseauter. Ça paraît peut-être un énorme gros mot, le mot réseauter est moche, mais en fait, on peut dire aussi se lier. Avec tout ce qu'il y a de paradoxal dans le lien qui l'attache. Et qu'évidemment, il va créer des obligations aussi. Ce que je trouve de très beau dans l'amitié, c'est qu'elle est choisie, même si elle est évidemment circonstancielle. On rencontre ou on ne rencontre pas les gens, on les rencontre ou on ne les rencontre pas au bon moment. Ça fait partie des choses qui sont contingentes et qu'on ne peut pas décider, mais qui peuvent aussi se provoquer. Moi, c'est pour ça que je suis vraiment une fangirl qui n'a pas peur d'aller demander des dédicaces, des choses de cet ordre-là, parce que y a quelque chose qui se passe, et parfois ça marche, parfois pas. Mais c'est assez formidable, en fait. Et ça peut créer vraiment de beaux moments, des moments vraiment précieux, des moments qui font plaisir. Et en fait, ce plaisir déjà tout seul, il est gratuit. Je veux dire, tant qu'on n'embête pas les gens, qu'on est respectueux, respectueuse, en tout cas qu'on fait montre de respect, qu'on voit si c'est ok ou pas ok, et qu'on s'arrête quand il faut s'arrêter, eh bien c'est normalement un plaisir, peut-être pas toujours réciproque, pas forcément complètement symétrique, ça dépend aussi évidemment des gens et plein de choses, mais c'est globalement un plaisir. Et c'est un plaisir qui lui aussi peut être assez précieux.
Et je parle en tant que fangirl et que moi j'ai pas des fans, j'ai des abonnés. De temps en temps, quand on se croise ou dans les rencontres en librairie, on vient me voir et ça fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que si on voit que le moment il n'est pas super adéquat ou que ça respecte pas les limites, bah ça fera pas plaisir, mais comme avec vos amis en fait, comme dans d'autres moments. Bon, dans les groupes, globalement, on a des groupes pro, on a des groupes amicaux, on peut avoir des groupes militants, notamment liés à ces questions de se rassembler autour d'une oppression, et on va arrêter de se mentir. Il est quand même assez global, assez certain, assez évident que le communisme aussi rassemble autour d'une oppression qui est la lutte des classes. C'est les mêmes questions. Après, il peut y avoir des changements d'échelle, de méthode, évidemment, puisque les choses sont différentes et spécifiques, mais moi, finalement, ça me semble pas si différent que ça. Alors, on pourrait appeler ça des coteries, des groupes d'intérêt, du lobbying. Bah, le lobbying, c'est quand même quand ces groupes vont faire pression. Mais ça peut être, le militantisme, c'est une forme de lobbying avec moins de thunes, en fait, et plus de monde. En gros. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment ça se passe? Comment ça se construit? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Moi, je crois que c'est quelque chose, le groupe, qui peut vraiment procurer au moins, peut-être pas de la joie, pas toujours du fun, mais au moins un profit, pas forcément matériel. Ça peut être un profit matériel, mais bon, moi, après, je suis chercheuse. Si j'avais cherché le profit matériel, j'aurais pas été chercheuse, clairement. Mais quelque chose qui va être de l'ordre quand même d'une satisfaction. Ça peut être d'ailleurs le profit matériel qui amène une satisfaction. Une gratification, les bons moments passés ensemble, et le plaisir de ces liens, de cet approfondissement des relations avec des gens que l'on aime et que l'on apprend à connaître et à aimer. À ce niveau-là, la famille est peut-être le groupe le plus ambivalent et le plus difficile, parce que la famille, c'est autant le groupe qu'on n'a pas choisi, qui parfois nous a choisi, mais pas nous spécifiquement, qui a choisi d'avoir quelqu'un qui ne sera jamais nous, qui sera l'enfant idéal ou parfait, et qui, ça c'est encore une situation très particulière à l'Occident actuel, cette question du choix de l'enfant, elle est très récente. Le fait que les femmes tombent enceintes, et elle est aussi localisée, c'est une question très, très contemporaine. Il ne faut pas l'oublier. Ce qui la rend d'autant plus difficile et complexe. Et voilà. En tout cas, voilà. On va être dans ce cadre où en tout cas des enfants sont là, sont globalement accueillis, mais les enfants réels ne sont jamais les enfants idéaux. Ce qui amène toutes sortes de choses. Et finalement, moi je comprenais assez peu les ruptures familiales jeune, et c'était quelque chose qui était quand même disqualifié chez moi, comme dans beaucoup de familles. C'est la famille. Tu choisiras jamais ta mère, ton père, etc. Mais en fait, tu peux choisir de voir ou non ton père ou ta mère. Et moi, je trouve que ce qui est beau, c'est le moment où on peut faire famille, et non plus où on est une famille, c'est-à-dire où on décide d'être en famille et d'entretenir ces liens familiaux, alors que c'est pas une obligation, en fait, globalement. Quand la loi vous oblige à des soins pour vos enfants, et jusqu'à la majorité, et pour vos parents dans le grand âge, c'est pas de vous occuper d'eux. C'est juste la thune. Donc là, il y a... Et ça peut déjà être difficile, et ça force la famille nucléaire que l'on connaît dans le modèle occidental, mais tout le reste, en fait, c'est peut-être vraiment super de s'en rappeler, comme pour toutes les relations, ce sont des choix, on n'est pas obligé de les faire. Alors il y a des moments où on a quand même des contraintes dans ces choix, et tout se passe jamais bien tout le temps. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez normal dans le boulot, dans la science, dans les relations amicales. Mais je voudrais quand même encore dire pourquoi cette question d'une communauté. Moi, je finis ma thèse en expliquant que Renan passe de la République des lettres à la communauté savante et scientifique. On n'est pas dans le peer reviewing, dans le fait d'être lu par ses pairs, qui est vraiment au fondement de la publication scientifique actuelle. Donc voilà, quand on publie un article scientifique, il est normalement expertisé et double expertisé de façon anonyme, ce qui peut être relatif, mais enfin c'est le principe. Et à partir de là, il est validé ou non validé ou modifié, et donc normalement il y a tout ce phénomène, tout ce processus
qui fait qu'on ne publie pas tout et n'importe quoi comme si on était sur un blog, et que on est quand même censé suivre des standards, des modèles, voilà. Ce qui pose aussi des questions sur comment apporter une nouveauté, mais en fait on peut aussi publier sans publier de façon scientifique, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui vous interdit d'aller voir un autre éditeur, quoi. Qu'un éditeur scientifique, il y a un moment peut-être qu'on n'aura pas le beurre et l'argent du beurre. Mais en tout cas, bon, ça c'est de l'ordre du possible. Et en même temps, ça va se poursuivre après la publication, normalement par des recensions, c'est-à-dire par donc les recensions sont les comptes rendus, c'est-à-dire par la discussion scientifique. En sciences comme en amitié, c'est pas mal de rester sur le même niveau. C'est-à-dire, une discussion, un conflit en discussion interpersonnelle, de le régler de façon interpersonnelle et de ne pas passer en publication, etc. etc. Ce qui est personnel, c'est pas un gros mot, hein, personnel, doit rester personnel. Ce qui est politique peut être traité de façon politique, etc. Mais voilà, il y a quand même des échelles à ce niveau-là. C'est par exemple pas de bon ton de répondre par des attaques ad hominem à la personne qui aura écrit un article, une recension qui n'est pas gentille pour vous, en disant bah de toute façon tu pues du cul, bon ça sera pas scientifiquement très probant, ou de lui péter la gueule, voilà, c'est pas, on n'est plus dans la discussion scientifique. Et ça je pense que c'est assez intéressant de se dire que finalement le groupe il est donc comme le dit Renan, donc très important, hein, pour la communauté scientifique, et Renan n'a pas oublié de soigner ses amitiés savantes, de donner énormément de son temps aux sociétés savantes qui n'amènent pas à une visibilité, mais qui sont vraiment le fondement de la science, et il n'a de cesse quand il fait les rapports annuels de la société asiatique à laquelle il appartient, dont il est le secrétaire pendant des années, d'entretenir cet esprit d'équipe. J'ai tout un passage sur ça dans ma thèse, et c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Et qui joue sur mes pratiques savantes, mais pas autant que je le voudrais, parce que je manque vraiment, vraiment de temps cette année. Et très clairement, la pénurie de postes nous met aussi en danger pour ce genre de pratique, qui a l'air d'être très anecdotique, mais la société savante, c'est quand même un lieu qui permet de réunir des savants, des érudits, mais parfois aussi des amateurs érudits, un grand public, on va dire, qu'on appelle éclairé, intéressé. Enfin, ce sont des moments d'interface, les sociétés savantes qui ne sont pas dans les universités, par exemple, qui ne sont pas des moments de pure professionnalisation. Ça, c'est très intéressant aussi. Et donc, qui permettent éventuellement une professionnalisation des contacts, mais par ce qui est de l'ordre du bénévolat. Mais bénévolat, c'est pas un mot qui serait une insulte ou une forme de charité. Le bénévolat, c'est la bonne volonté. C'est-à-dire, on montre qu'on est en train de travailler à une œuvre commune. Que cette œuvre soit scientifique, militante, ou simplement sur le plaisir d'être ensemble. Et ça amène des choses qui peuvent être très complexes. Alors peut-être faut-il se rappeler que le conflit n'est pas une agression. À quel moment y a-t-il conflit? À quel moment faut-il mettre des barrières au conflit, à la communication? Ça, c'est une vraie question. On s'est interrogé là-dessus avec des amis récemment. J'ai beaucoup aimé cette remarque qui vient de je ne sais plus qui, de quel ami, qui citait je ne sais plus quel auteur, je crois Foucault, qui disait que finalement... le polémiste, c'est... il ne faut pas discuter avec le polémiste parce que c'est celui qui veut vous détruire et qui ne veut pas discuter. Oui, polémos, c'est la guerre. Et c'est assez significatif quand on voit sur Twitter, par exemple, oh là là, il va te détruire avec ses arguments. Et comment peut-on sortir d'une argumentation dignement si le but est de détruire une autre personne qui serait donc emblématique, hein, d'une posture, une position? C'est compliqué. Et en même temps, moi je suis parfaitement d'accord avec l'idée qu'on ne discute pas avec tout le monde et qu'il y a des gens avec lesquels on ne discute pas parce qu'on n'aura pas de terrain d'entente. Par exemple, je suis d'accord avec l'idée qu'on ne discute pas avec les fascistes parce que il n'y a rien, en fait, de décent dans le fait d'être fasciste qui permet d'avoir le terrain d'entente commun et les principaux accords communs pour ouvrir une discussion. Ce n'est pas possible. Donc ça, sont des moments
vraiment compliqué et complexe. Et moi, je ne suis pas là pour dire c'est là qu'on place le curseur. Et évidemment que dans tous ces éléments-là, il n'y a pas que des postures rationnelles, mais énormément d'affect. On l'a dit, l'attachement, c'est ce qui attache. Et ce qui attache n'est pas rationnel et peut jouer contre nous. C'est aussi pour ça que l'exploitation domestique, elle est si facilement appelée amour ou soin. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre tout le soin à la poubelle? Peut-être pas. Mais peut-être qu'il faut le partager, le répartir différemment. Et voir aussi du care et du soin dans des moments qui n'en sont pas. Et là, moi, j'aime toujours cette anecdote de Renan, qui recevait les professeurs du Collège de France à dîner chez lui. Alors, c'est peut-être pas lui qui faisait la popote, hein, par fournée de 6 à 8. Mais pourquoi? Pour lancer cette discussion scientifique d'une façon conviviale. Et dans son texte sur les congrès philologiques en Allemagne, en fait sur les colloques, il essaie d'importer cette pratique du congrès, du colloque, parce qu'elle est intergénérationnelle, parce qu'elle permet une discussion, parce qu'elle permet ce qu'on appelle le off, des moments où on va avoir des liens qui ne sont pas seulement ceux de la lecture d'articles, mais parce que dans ces liens, il se passe quelque chose qui ne fonctionne pas toujours bien, qui peut dérailler, qui peut être la cible de moments de sadisation, de plein de choses. Voilà. Je veux dire, je vais vraiment pas être naïve là-dessus, mais je suis vraiment toujours touchée, en fait, profondément touchée par le plaisir qu'il y a un repas de colloque et qui n'est pas juste d'avoir un restaurant qui est payé en général, inclus dans le budget du colloque. C'est pas désagréable. Mais il y a souvent quelque chose qui se noue, qui n'est pas facile. Par exemple, là, je me souviens d'un colloque où on avait eu deux repas au restaurant, plus du buffet ou de la cantine moins onéreuse le midi. Mais c'est pour qu'on comprenne un peu ça. Alors, les commerciaux, par exemple, savent très bien. Quand on est représentant ou représentante en commerce, on invite les clients, parce qu'on passe un autre moment, et c'est plus facile de conclure une affaire sur des moments comme ça un peu off, avec tout ce que ça peut poser de questions quand ces moments off se font, je sais pas moi, dans des bordels, des clubs de striptease ou des trucs comme ça, où on va être en boys club par exemple, et pas forcément mettre tout le monde à l'aise. Ou quand ces repas sont très alcoolisés, qu'il y a des gens qui ne boivent pas, par choix ou pas, d'alcool. Ou, j'avais déjà parlé de la nourriture, voilà, tout s'entrecroise tout le temps. Mais voilà, il y avait eu un repas avant le colloque pour l'arrivée et un repas sur le premier jour du colloque. On était parti le soir du deuxième jour, globalement. Et ça avait été dur de voir les conversations se lancer le premier soir parce que ça faisait pas groupe. Mais le deuxième soir, le groupe était là. Et à chaque fois, c'est la même magie. Même quand on se connaît pas ou peu, le groupe se met en place. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Alors bien sûr, quand on participe à un même colloque, on regarde le programme, on pose des questions, on prolonge la conversation sur la communication, sur des choses comme ça. C'est pour ça que moi j'aime toujours bien passer au début, d'abord parce qu'on est débarrassé, mais en plus, on va avoir plus de conversations aussi sur comme les sujets qui nous intéressent, parce que parfois on est un peu décalé par rapport au programme ou ce genre de choses. Hein. Ça arrive aussi. Mais il y a toutes ces choses qui se passent qui ne sont pas forcément compatibles avec une vie de famille, où on partagerait des moments, par exemple. Mais qui sont vraiment importants pour toute cette vie, je veux dire cette vie scientifique, mais en fait cette vie. Et c'est peut-être ça, je vais rester sur une petite vidéo parce que j'ai énormément de boulot qui m'attend. Mais peut-être qu'il y a quelque chose, j'ai pas envie de tomber dans le vitalisme le plus pénible et le plus gnangnan, mais moi je crois que je reste finalement marquée par ce quelque chose qui est de l'ordre du... il y a un... Comment dire? Il y a des choses qui se passent, qui sont pas rationnelles, qui peuvent être très belles, qui sont tout ce qu'il y a autour d'un projet commun, et de ce qui va faire un groupe. C'est un peu magique, vraiment dans le sens de Starrock. Hein. Et en même temps, ça ne veut pas dire que ça ne frictionne pas, parce que les liens, ça attache, ça peut enfermer, ça se choisit ou ça se choisit pas, on a ou non des malentendus, voire des disputes, et des disputes qui peuvent être très graves. Et c'est un truc qui me fascine de
plus en plus, en fait, la façon dont les groupes se font et cette espèce de magie qu'il y a globalement dans les amitiés. Et je vous dis à bientôt.